Alors, je viens d'interviewer le docteur Ansgar Rougmont-Böcking, qui est médecin psychiatre et également psychothérapeute suisse-allemand. Il est chercheur, il a été notamment chercheur à Harvard. C'est un grand spécialiste des addictions, il est addictologue et surtout un grand spécialiste des traumatismes. C'est aussi d'ailleurs l'un des rares médecins en Suisse habilités à administrer des substances psychédéliques pour leur potentiel thérapeutique, pour notamment des personnes qui souffrent de traumatismes psychiques. Les traumatismes, en fait, c'est vraiment donc sa grande spécialité. Et vous allez voir, cette interview, eh bien, elle est passionnante. Elle ouvre en fait de nouvelles perspectives sur la compréhension de la nature humaine et surtout de la condition humaine actuelle. Alors, nous allons parler dans cette interview de traumatisme, mais aussi de traumatisme à grande échelle, de dissociation traumatique, aussi de la malédiction du trauma, du traumatisme structurel qui est vraiment une grande idée à connaître, de l'attachement traumatique, et également, très étonnant, de la première addiction chez tout être humain, vous allez voir, et puis également de 3 types de victimes des traumas que le docteur Rougmont explore avec des métaphores, notamment celle des monstruosités, ce qui aide remarquablement bien à comprendre ce dont il s'agit, vous allez le voir, avec trois tableaux cliniques. Et donc, vous savez peut-être aussi d'ailleurs, j'ai une école en ligne pour accompagner et former des nouveaux thérapeutes, et donc j'enseigne la thérapie brève, l'hypnose, la déshypnose, qui réunis ensemble forment une nouvelle méthode thérapeutique. Et là-dedans, eh bien, la compréhension et les stratégies pour se libérer des traumatismes est vraiment fondamentale. C'est d'ailleurs fondamental pour un nouveau thérapeute, dans la formation d'un thérapeute, de voir cette notion de trauma. Et donc, dans ce cadre-là, dans les modèles théoriques que j'utilise pour aborder la notion des traumas, et également les stratégies thérapeutiques, eh bien, il y a des grands noms à connaître, comme par exemple, pour ceux qui connaissent, peut-être si vous êtes dans le milieu de la thérapie ou du soin, il y a Gabor Maté, Peter Levine, David Berceli, et puis Gérald Brazin, que j'ai interviewé récemment sur ma chaîne. Et puis maintenant, j'inclus également Ansgar Rougmont pour son apport essentiel dans la compréhension de la dimension structurelle du trauma. Vous allez voir, il va vous l'expliquer. Alors sans attendre, voici donc son interview qu'il a accepté de m'accorder chez lui, à Vevey, en Suisse. Alors bonjour à tous, je me trouve ici avec le docteur Ansgar Rougmont, qui est médecin psychiatre, également psychothérapeute. Tu as écrit ce livre ici, Vampirocène, que je mets à l'écran également, qui était un livre énorme, tu as dû mettre peut-être 10 ans à l'écrire, je pense. Pour te tracer rapidement au niveau de ton chemin en fait, de vie, tu t'es intéressé beaucoup à la souffrance humaine, et notamment au début, je pense, aux addictions. Tu es addictologue. Et l'addiction, tu t'es formé là-dedans, t'a amené à t'intéresser au traumatisme également, et tu nous expliqueras pourquoi le lien entre les addictions et le traumatisme, vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Et puis dans les traumatismes, tu t'es formé en EMDR. J'ai oublié de dire aussi que tu as été chercheur, tu as été aussi chef de clinique, tu as fait des recherches aussi à Harvard. Enfin, tu as un parcours vraiment impressionnant. Et puis donc, en travaillant sur le trauma, tu t'es rendu compte aussi que le trauma n'était pas qu'individuel, mais également collectif. Donc on va en parler. D'où le titre du livre ici, il est en anglais. J'espère qu'il sera traduit en français bientôt. C'est donc Vampirocène, l'ère des vampires, on pourrait dire. C'est ton deuxième livre, je pense. Le premier était en allemand. Non, c'est la version francophone du même livre. Super. Alors comment la dissociation traumatique structurelle entraîne notre monde dans une spirale de violence, je traduirai comme ça. Et donc on va parler de ça. Et puis également, tu es également spécialisé dans la psychothérapie augmentée par les psychédéliques, qui est une façon, parmi d'autres, de pouvoir traiter les personnes qui souffrent de traumatisme psychique. Tu me corrigeras si je me trompe. Et donc ce livre énorme, passionnant, parce que je trouve que il y a à la fois une dimension psychologique, psychiatrique, mais surtout aussi, je dirais, très humaine, spirituelle aussi, sociale et anthropologique, tu vois, c'est très très complet. Ça permet vraiment d'avoir une vision globale, intégrative des dynamiques de nos sociétés. C'est vraiment très intéressant. Et donc j'ai une première question à te poser, peut-être pour commencer, parce que j'ai extrait quelques idées clés de ton livre. J'ai envie de le partager avec mon audience ici, notamment sur le traumatisme pour commencer. La notion même du traumatisme, qu'est-ce que c'est? Parce que quand on entend parler de traumatisme, on pense à la guerre, les gens qui reviennent des guerres, des accidents ou des agressions physiques. Mais est-ce que ce n'est que ça le traumatisme? Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui est plus répandu qu'on ne croit? Et en fait, dans ton livre, finalement, ce qui est amené comme idée, c'est que on est beaucoup finalement à connaître le traumatisme sans le savoir peut-être. Qu'est-ce
peux nous dire par rapport à ça? C'est vrai, c'est une notion importante. Donc, qu'est-ce qui définit un trauma? Qu'est-ce qui fait qu'un événement stressant devient un trauma ou pas, hein? Oui. Parce que c'est vrai que chaque être vivant est soumis à toute une série de stress au cours de sa vie, et il y a pas tout le monde qui par la suite développe un état de stress post-traumatique ou des séquelles. Et donc, c'est la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'un événement stressant devient un trauma ou pas. Et pour cela, je pense qu'une des choses qu'il faut vraiment mettre en avant, c'est la notion de la négligence, hein, de ne pas faire alors qu'on pourrait faire, hein, ne pas s'occuper de manière adéquatement d'une personne. Et je suis d'avis que ça, c'est un facteur traumatique ou de stress très très important qui est très souvent négligé ou sous-estimé dans notre société. Ça élargit énormément le spectre des personnes traumatisées. Si tu peux développer un peu ça, est-ce que finalement on peut dire qu'alors le manque d'amour est une forme de traumatisme? Oui, ça génère un stress majeur chez l'enfant, ce manque d'amour, hein, ça génère un attachement insécure, instable, hein, on sait qu'il y a la recherche là-dessus. Ça, c'est aussi une des recherches, par exemple, de neuroscientifiques comme Jack Panksepp, qui dit que quand l'enfant se sent abandonné par les parents, par la mère, il y a un état de stress maximal, très très important, separation distress, qui se déclenche dans l'organisme, et c'est extrêmement pénible à vivre. Et c'est à chaque fois qu'on se sent rejeté par les gens, par la communauté, par la famille, par la société, qu'il y a cette angoisse très très intense qui se déclenche chez la personne. Ok, d'ailleurs tu en parles beaucoup dans ton livre de cette théorie de l'attachement, tu retraces l'historique, puis tu vas beaucoup plus loin avec les neurosciences, tu en parles beaucoup aussi. Pour continuer sur le trauma, on parle beaucoup dans le traumatisme des symptômes de stress post-traumatique, notamment de la dissociation. Et ce terme dissociation, on entend souvent, mais finalement, je vois que tu explores vraiment beaucoup cette notion. D'ailleurs, on parle beaucoup au niveau collectif également, on va en venir après. Finalement, la dissociation, c'est quoi? On se dissocie de quoi dans le traumatisme? Est-ce qu'il y a plusieurs parties en nous? Je sais que tu parles de différentes parties, si tu peux développer cette idée. Donc l'idée d'un stress qui est trop important à ce qu'il puisse être intégré, digéré par l'organisme, ça c'est un concept qui vient d'un psychotraumatologue français, Pierre Janet, il s'appelait, qui a développé l'hypothèse qu'un trauma correspond à un déficit d'intégration de l'organisme, qu'on n'arrive pas à digérer un événement. Et quand l'événement est trop fort et qu'on n'arrive pas à le digérer, l'organisme il va mettre un peu la trace de cet événement dans quelque chose qui est encapsulé, qui est loin, pour en quelque sorte se protéger de cette chose-là. Et ça émerge, donc ça génère par la suite une division de la personnalité, et cette division, le terme technique pour cela est la dissociation. Donc dans la dissociation, une partie qui est présent au quotidien, qui gère la vie, on appelle ça fait partie de la partie apparemment normale, qui gère la vie, qui prétend que tout va bien, qui paye les factures, qui vient chez le médecin, qui s'occupe des enfants. Oui, donc le mot apparemment est très important. Oui. Et cette partie-là, on a l'impression que tout va bien, qu'elle fonctionne bien, qu'il y a beaucoup de réussite même. On va l'applaudir, on va dire ça c'est des facteurs de résilience. Mais quand on regarde de plus près de ces personnes-là, on voit aussi qu'il de l'autre côté de cette côté apparemment normal, il y a une partie qui correspond à la partie blessée. On appelle ça la partie émotionnelle, la PE. Et cette partie-là, elle vit encore sous l'impression du trauma. Donc, elle vit encore dans la réalité, dans le contexte du trauma de l'époque. Et ça aussi, même si le trauma a peut-être eu lieu il y a 30 ou 40 ans. Est-ce que la personne s'en rend compte, d'après toi, ou on peut parler d'inconscient? Souvent, les gens ne se rendent pas compte de cela. Ils trouvent normal comme il fonctionne. Mais sur le plan psychiatrique, ça peut se manifester comme des épisodes dépressifs. Quand il y a un facteur de crise dans la vie, une rupture sentimentale ou une perte d'emploi ou un rejet quelque part, les gens sont très fortement activés, très très fortement activés. Ils ont des attaques de panique, ils sont très tristes, ils ne comprennent plus rien. Et ça peut être cliniquement interprété comme un épisode dépressif. Mais si on a la compréhension d'un psychotraumatologue et on comprend ça comme une réactivation d'une partie émotionnelle qui s'est créée dans le passé, pendant l'enfance.
Oui, alors là, tu rejoins peut-être aussi le docteur canadien, le médecin canadien, le docteur Gabor Maté, qui est un des spécialistes mondiaux du traumatisme aussi, qui explique que finalement, derrière les troubles mentaux divers et variés, il y a souvent des traumatismes. Est-ce que tu vas aussi jusque-là? Oui, je suis d'avis qu'on peut, chez un bon nombre de troubles psychiatriques, si on creuse un peu, si on fait une anamnèse de l'histoire de la vie de cette personne, qu'on trouve souvent des choses un peu qui se répètent et qui sont l'expression d'une détresse qui souvent été vécue pendant l'enfance et qui est réactivée à l'âge adulte. Oui. Ou alors, on peut voir aussi beaucoup de symptômes psychiatriques, comme par exemple les addictions. Voilà, j'allais y venir, parce que c'est ça qui t'a peut-être amené à t'intéresser au trauma, non, comme tu es addictologue. Donc, les addictions aussi, on peut le comprendre comme une stratégie de survie, de coping, de faire avec toute cette notion de douleur à l'intérieur, d'être en surmenage et d'utiliser les substances pour calmer ce système. Donc, beaucoup de symptômes psychiatriques qu'on appelle peut-être les addictions, mais aussi la pensée rigide, où les gens sont vraiment rigidifiés dans leur manière de fonctionner, ils n'osent pas, ils ne peuvent pas lâcher prise. Ça aussi, c'est une adaptation peut-être à un vécu traumatique profond. Oui, d'ailleurs, tu expliques aussi très bien dans ton livre, il y a cet aspect neuroscientifique. Si je résume très simplement, c'est que la chimie du bonheur, la chimie du bien-être qu'on n'a pas eu dans l'enfance parce qu'on n'a pas été entouré ou cajolé ou reçu de la tendresse, de l'attention, on va essayer de la retrouver dans des substances comme la nourriture, le sucre ou des activités, c'est ça? Oui, ou alors donc dans des substituts. J'appelle ça sont des substituts du toucher ou du soutien. Si on ne trouve pas le soutien et le toucher qui nous rassure, si on ne trouve pas ça de manière physiologique, on va chercher des substituts. Et les substituts peuvent être des substances addictives, ça peut être des comportements rigidifiés, comme ça, s'identifier avec le sport aussi, le succès, la visibilité sociale, les clics sur Internet, c'est des substituts. Et au final, j'aime bien cette idée, et ça c'est aussi ce neuroscientifique Jack Panksepp qui a formulé ça, que l'acceptation sociale est le substitut pour tout cet amour qu'on ne reçoit pas, qu'on va substituer avec les preuves d'une acceptation sociale, et c'est ça en quelque sorte qui devient aussi une addiction. Oui, alors ça c'est une grande idée de ton livre, une grande idée que tu explores bien, c'est que l'acceptation sociale est la première addiction de l'être humain. Ça c'est incroyable, parce qu'on n'entend pas souvent cette idée-là en fait. Mais justement, cette phrase était formulée par Jack Panksepp, qui a fait des recherches sur l'attachement aussi chez le monde animal, et qu'il a dit que l'animal a besoin du soutien et d'être accepté par le groupe des pairs, et quand cela est menacé, ça génère une activité de panique, et on a besoin de se sentir en belonging, en anglais, on fait partie, appartenir à un groupe, et quand cette appartenance est menacée, ça fait mal comme un bras cassé. Au niveau cérébral, le rejet et l'exclusion du système social, ça fait, dans le cerveau, ça fait autant mal, on peut le voir dans l'émergence cérébrale, comme un bras cassé. Oui, d'où le besoin très fort, on l'a vu avec ce crise Covid aussi, de conformisme, de suivre, de ne pas oser, la peur d'être mis hors du groupe, si on ne suit pas les règles qui sont dictées par l'autorité en fait. Ouais. Ça fait très peur et c'est pour ça qu'on peut l'expliquer sur la base neurophysiologique et neuroévolutionnaire. Oui, parce que c'est quelque chose qui ne trouve pas seulement chez l'être humain, mais aussi chez tous les mammifères en quelque sorte. Le lien, c'est important. Le lien entre les enfants et les parents dans le groupe, c'est ancré profondément dans nos gènes. Et nous, en quelque sorte, on vit ça de manière maladaptative, à mon avis, dans notre société, parce que on peut devenir addict, et c'est ce que dit Jack Panksepp, social acceptance, c'est la première addiction de l'être humain, et dans notre culture, avec cette cumulation de richesses et de pouvoir inutiles à la base, pour certaines personnes, ce n'est rien d'autre, selon cette vision-là, comme une addiction. Alors justement, j'en viens, parce que là, on arrive à la grande idée de ton livre, c'est si je te pose une question sur ça, tu appelles ça la malédiction du trauma, en quelque sorte, c'est une façon de l'appeler, et tu parles de dissociation traumatique structurelle. Donc là, on en arrive aux structures de la société, et voir à quel point le trauma individuel va influencer, la somme des traumas individuels va influencer la société jusque dans ses structures les plus profondes, et va être finalement, dites-moi si je me trompe, même reproduit et généré et défendu par les gens qui sont eux-mêmes victimes de traumatisme psychique.
Peut-être j'explique d'abord pourquoi on appelle ça structurel. Oui, ça c'est super important. Structurel, bien sûr, après on peut l'appliquer à beaucoup d'entités individuelles, collectives. Hein. Mais d'abord, structurel, ça veut dire que tout l'organisme est atteint. Hein. Parce que dans le regard conventionnel sur le trauma, on a l'impression qu'il y a un organisme qui est sain et qu'une partie qui est blessée et qui est cassée. Hein. Et on a l'impression que la personne qui gère bien sa vie, qui est successful, qui est applaudie, qui a beaucoup de facteurs de résilience, on dit elle est saine, mais il y a juste un petit trauma quelque part et que c'est ça le problème. Et par la suite, on va dire la thérapie, c'est juste il faut enlever la partie malade et le reste est déjà en bonne santé. Et ça, c'est faux. Selon ce modèle-là, ça c'est faux parce que selon le modèle de la dissociation structurelle, l'ensemble de l'organisme est atteint. Donc, ça veut dire aussi la partie qui apparemment est normale. Donc, la partie apparemment normale où on a l'impression que tout va bien, elle est autant malade que la partie blessée, vulnérable et l'enfant blessé. Et donc, ça, c'est un changement de regard assez fondamental. C'est énorme. Parce qu'on doit admettre, et ça, c'est ça qui fait mal, on doit admettre que toute la partie ou tout le côté agréable, positif qu'on porte et sur lequel on est fier est aussi atteinte par une adaptation au trauma. Et donc ça veut dire structurel, il n'y a pas de partie saine en nous. Ouais. Tout est malade. C'est vrai que c'est une révolution par rapport à la vision classique qu'on a du trauma, donc c'est pour ça que c'est tellement important de la développer chez nous. Et par rapport à cette dimension structurelle, si tu peux encore développer un petit peu, je sais que tu parles aussi de, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais c'est de l'attachement traumatique. Est-ce qu'on peut faire un lien avec... Ça, justement, donc, l'attachement traumatique, c'est cette adaptation à une situation de maltraitance chronique, hein, notamment voilà, dans les familles, on trouve ça quand même assez souvent que l'enfant n'a pas le choix, il doit s'adapter à la situation familiale et souvent il y a maltraitance ou négligence. Ou alors des situations d'abus, hein, où l'enfant entre dans une situation d'abus et répétition, l'enfant doit s'adapter. Hein. On appelle ça aussi the fawn response en anglais. Donc s'adapter, se soumettre et prétendre que tout va bien. Hein. Donc on s'identifie en quelque sorte avec, on appelle normal de ce qui n'est pas normal, on s'identifie avec la maltraitance, on prétend que c'est normal alors que c'est la maltraitance quand même. Et ça veut dire qu'on trouve même, en quelque sorte, on fait cette association entre une relation significative, comme celle entre l'enfant et ses parents, c'est synonyme de maltraitance. Et c'est ça qui génère ce qu'on appelle un attachement traumatique, où les gens trouvent normal dans les relations d'être maltraités. Parce qu'ils sont connus et ils sont adaptés à cela. Et c'est tellement normal pour eux qu'ils vont trouver ça normal et voir, et ça c'est le côté tragique, hein, quand on s'est habitué à ce mode de fonctionnement dans les relations, on va aussi être attiré plus tard dans les relations comme ça, qui sont maltraitantes, parce qu'on va retrouver le même sens un peu d'agitation et d'intensité. Et c'est ça qui amène les personnes qui ont un attachement traumatique à se retrouver à répétition dans la vie plus tard, dans des situations dans lesquelles elles sont maltraitées. Qu'est-ce que tu penses de Peter Levine dans son livre sur l'expérience somatique? Il parle de la remise en acte, où finalement on rejoue des traumatismes, mais lui ce qu'il explique c'est dans un but de les résoudre. Est-ce que évidemment c'est un peu différent aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas inconsciemment aussi une envie en rejoignant le traumatisme, de s'en libérer? Ouais, on peut le voir comme ça se répète jusqu'au moment où on commence à se poser des questions, à faire un travail d'introspection, on réalise des choses et on peut utiliser ces mêmes situations pour enfin vivre les choses différemment et sortir de ce mode-là. Oui, je suis d'accord que inconsciemment ça se répète et d'un côté ça nous montre aussi la blessure au fond et ça nous donne une opportunité de transformer ça, en effet. Est-ce que tu peux nous parler aussi du syndrome de Stockholm qui est connu au niveau individuel, mais là ce qui est très intéressant c'est qu'il s'applique également au niveau collectif? Bon, le syndrome de Stockholm, c'est un autre terme pour ce que toi tu as appelé, moi j'appelle l'attachement traumatique. C'est un autre terme, à mon avis, pour la même chose, où quand on n'a pas le choix de résister, de faire opposition vis-à-vis d'une personne maltraitante, on va s'adapter dans un but de survie
dans une attitude de soumission et même de développer des sentiments positifs pour une personne. Ça, ouais. On va même tomber amoureux d'un ravisseur ou d'une personne qui nous maltraite parce que à court terme, ça garantit mieux la survie, cette attitude, que d'aller dans l'opposition. Si je décide en tant que personne faible d'aller en opposition vis-à-vis d'une personne forte, bien sûr, je risque que je vais ramasser encore plus de violence. Ouais. Et donc, en quelque sorte, la soumission est un mécanisme de survie. Et souvent, ce qu'on trouve aussi, il y a un côté affectif, positif, où les gens vont même tomber amoureux de la personne qui les maltraite. Et ça, on l'a observé dans cette prise d'otage en Stockholm, dans les années 1970, je crois, c'était 71, à Stockholm, où on a pu observer ça. Et par la suite, c'est un syndrome, comme à mon avis, qu'on peut observer dans beaucoup de dynamiques sociétales, beaucoup, mais on parle très peu de cela. On parle très peu de ça. L'exemple qui me vient, dis-moi si je me trompe, c'est par exemple les exciseuses, les femmes qui... Donc c'est des petites filles qui ont été excisées, donc c'est des souffrances insupportables, qui plus tard deviennent les exciseuses en fait. Est-ce que ça rentre dans cette catégorie? Oui, je pense qu'à travers de cette identification avec la maltraitance, il y a toujours un risque que la victime, plus tard, devient aussi bourreau. Parce qu'en quelque sorte, pour survivre, pour supporter cette violence, on s'identifie avec cette logique qui est derrière, en tant qu'adulte, et ça fait partie par la suite de notre identité. Et ça peut nous amener aussi à approuver la violence et mettre même nous aussi auteurs de la violence. Et c'est ça un peu ce que j'essaie dans mon livre à démontrer un peu cette tragédie de la traumatisation transgénérationnelle. Tant qu'on n'a pas fait un travail de prise de conscience par rapport à ces automatismes, on est en train de le répéter génération par génération. Et à mon avis, c'est ça qui se passe dans l'humanité depuis 10 000, 12 000 ans. Oui, donc finalement, on est beaucoup collectivement à souffrir du syndrome de Stockholm, si on peut dire, ou de cette malédiction du trauma. Ça, c'est mon postulat. C'est ce que je postule, que la société dans son ensemble, elle est figée dans un syndrome de Stockholm. Et c'est aussi pour moi nécessaire, si on veut sortir de la crise collective, on ne peut pas juste dire, OK, on va développer une nouvelle énergie, une solution technologique. Donc, on n'a pas réalisé quel est le vrai problème dans notre mental. Qu'est-ce qui nous amène à toujours faire plus de la même chose. Et on a toujours tendance à rajouter la notion de contrôle. Si je contrôle ça, ça va aller mieux. On contrôle, mais en faisant cela, on reporte juste le problème. Le problème, c'est notre dissociation collective et individuelle. Et si on veut amener des solutions, il faut commencer avec une prise de conscience. Est-ce qu'on fait ici en ce moment? Voilà, on ne peut pas résoudre un problème si on n'a pas fait une bonne analyse du problème, un bon bilan. Et là, tu apportes des clés de lecture vraiment très intéressantes qui ne sont pas assez connues. Donc, c'est pour ça que j'invite les gens à lire ce livre et à connaître tes travaux. Et on va aller un peu plus loin maintenant, si tu veux bien, dans les tableaux cliniques des personnes victimes de ces traumatismes psychiques. Tu parles de... Donc, le livre parle de vampires, on pourrait se demander pourquoi. Ce sont un peu des figures archétypales... des monstruosités, mais qui sont, derrière ça, il y a des tableaux cliniques de 3 types d'individus, 3 types de cas, les zombies, les vampires et les loups-garous. Alors, peut-être commencer par les loups-garous, garder les vampires pour la fin. Oui, donc moi, je me suis intéressé, donc ce que je regardais un peu une fois sur Google, quels sont les mots qu'on retrouve beaucoup dans les médias par rapport à des archétypes traumatiques. Et pour moi, les archétypes traumatiques contemporains collectifs sont le loup-garou, le zombie et le vampire. Et on trouve depuis l'année 2005 une augmentation assez significative dans tous les pays de l'Occident de cette figure, les 3 figures-là. Et je me suis dit, mais ça correspond à quoi? Cette fascination pour ces figures-là, ça vient d'où et qu'est-ce qui s'est représenté là derrière? Et donc moi, je fais ma propre analyse en tant que psychotraumatologue et je suis arrivé à la conclusion que le loup-garou, c'est la personne qui est ravagée par la colère, la frustration sexuelle qui amène la personne à être remplie de colère, et ça s'exprime par la suite dans des explosions de colère où la personne va commettre des actes très très violents,
notamment comme aux États-Unis, des mass shootings, où les gens tirent dans la rue, tuent d'autres personnes. Mais c'est aussi un phénomène, c'est toujours l'expression d'un désespoir profond chez la personne. Le désespoir est tellement important, tellement ça se cumule pendant toute une vie, la négligence affective, la frustration sexuelle, la peur, l'angoisse, la jalousie, de voir que les autres vivent une meilleure vie que moi, ça mène les gens à un moment donné à complètement se déconnecter et à devenir des êtres pleins de colère et de volonté de nuire. Et ça, on trouve aussi dans les extrémistes religieux aussi. Oui, est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs un intérêt pour certaines personnes mal intentionnées qui auraient le pouvoir de générer cette frustration pour ensuite créer des guerres, puisque ces loups-garous vont être très contents d'aller à la guerre, en fait. Non ? Ouais, à mon avis, là, c'est encore un autre sujet que tu as amené. À mon avis, il est nécessaire de rompre une personne, de la casser, de la traumatiser, de la manipuler avec cette maltraitance pour que par la suite, elle devienne une marionnette qu'on peut envoyer tuer d'autres personnes dans une guerre. C'est ça. Donc pour moi, la cassure traumatique et la manipulation traumatique est nécessaire pour que les personnes deviennent des monstres, des loups-garous, ou alors des soldats qui vont attaquer, tuer et violer. Donc pour moi, c'est une source de la violence qu'on voit à l'échelle collective sous forme de guerre. Elle trouve toujours sa base dans la maltraitance des individus. Ok. Et puis en tant qu'addictologue, tu as aussi été avec beaucoup de personnes qui souffraient de ces addictions, donc, et je fais le lien avec ce que tu appelles les zombies. Tu as deux types de zombies, si tu peux expliquer. Et les zombies, c'est le deuxième type d'archétype. C'est les zombies. Le zombie s'est défini comme une personne qui s'est coupée de son humanité. Donc tout ce qui fait un être humain, sa personnalité, sa sensibilité, son côté doux, ça s'est coupé. Et parce que la personne, en quelque sorte, elle a vécu des choses tellement pénibles dans son corps et dans son émotion qu'à un moment donné, pour survivre, elle se découpe de cela. Et elle vit que de manière un peu robotisée ou mentalement comme une machine. D'accord. Et pour se couper comme ça de son vécu, il y a deux manières de faire. Donc je nomme ça le zombie mouillé et le zombie sec. Le zombie mouillé, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre des substances psychoactives, des médicaments, des médicaments de psychiatrie, mais aussi des drogues, des substances. Et la nourriture aussi peut-être ou pas? Le sucre et tout ça? Oui, pour couper, couper cette partie corporelle des émotions. Et donc c'est le zombie mouillé qui a besoin constamment d'utiliser des substances comme anesthésiant, on pourrait dire, pour s'anesthésier, et pour pas sentir cette charge émotionnelle qui est trop importante. D'accord. Et ça pour moi explique l'ampleur des addictions dans le monde, que les gens vivent des choses traumatiques un peu intenses, ils sont seuls, ils savent plus quoi faire et ils découvrent par la suite que les substances addictives ou les médicaments les soutiennent à fonctionner. Donc pour moi, les addicts, les personnes qui prennent des substances, ils font quelque chose qui est censé, qui est utile. Voilà, c'est ça. Ça, c'est important ce message, parce qu'il y a un message qui est extrêmement culpabilisateur, qui est de dire mais tu es addict, écoute, si tu veux, tu peux, t'as qu'à arrêter, c'est tout. Mais c'est pas si simple en fait. Ouais. Moi, je vois toujours les substances addictives, c'est aussi un substitut pour quelque chose qui n'est pas là et qui force toutefois nécessaire pour être équilibré. Et les personnes addictes, en quelque sorte, ils prennent quelque chose qu'ils ne trouvent pas dans la vie tous les jours. Et ça, c'est aussi le lien que je fais entre les addictions et le trauma, parce que notamment les opiacés, aux États-Unis, on sait c'est une énorme problématique, une crise des opiacés. Parce qu'à mon avis, il y a une telle violence dans la société américaine que les gens ne savent plus quoi faire pour contenir un peu cette panique et ce lien perdu, cette panique de la séparation. Ils se sentent tellement seuls et abandonnés que leur système, en quelque sorte, ça réclame des opiacés. Est-ce qu'on peut dire peut-être que pendant la crise Covid, ça a été compris ça, parce qu'on a laissé les bars tabac ouverts, l'alcool, la cigarette, je ne sais pas si tu les mets là-dedans, mais ça permet aux gens de tenir en fait. Sinon, ça pourrait être une explosion. Ça pourrait peut-être transformer en loup-garou, je ne sais pas. Je pense que dans notre société, les substances addictives, y compris l'alcool, l'alcool se joue un rôle énorme pour contenir la société, pour que ça n'explose pas. D'ailleurs, tu dis que c'est le plus grand anxiolytique, finalement. L'alcool est une substance qui diminue l'anxiété. Et
Et probablement, c'est nécessaire pour le fonctionnement de notre société que les gens consomment autant d'alcool. Ouais, c'est ça. Okay. Et alors, le zombie sec, là, on rentre plus dans ce qu'on appelle la schizoïdie. Donc, si tu peux oui, justement, le zombie sec, c'est la schizoïdie. C'est un terme qu'on connaît en psychiatrie, hein, relativement peu connu. Mais pour moi, c'est une personne qui s'est coupée juste comme ça de son côté émotionnel. Hein, et qui va juste fonctionner comme un robot. C'est ça. Et souvent, ce sont des personnes qui sont très performantes de côté cognitif, hein, qui sont intelligents, qui sont forts en maths, en informatique, qui peuvent se plonger pendant des heures dans des chiffres, dans les logiciels, hein, mais qui n'ont pas de connexion avec le corps, qui ne vont pas ressentir beaucoup de choses. Et ça, c'est aussi une stratégie de survie, hein, parce qu'ils ont souvent vécu aussi des choses traumatiques, notamment typiquement chez ces personnes, quand ils ont été enfants et quand ils ont eu des émotions fortes, négatives, comme la colère, donc qui jugent négatif notre société, on leur dit non, il faut pas que tu aies ce genre d'émotions, c'est pas bon, hein, et donc on supprime ça. Et que par la suite, l'enfant réalise que pour être aimé et accepté dans la société, dans la famille, il faut pas que j'ai des émotions. Donc l'enfant va fonctionner sans émotion et par la suite, ça peut devenir une sorte de schizoïdie ou ce que j'appelle le zombie sec. Parce que le zombie sec, à l'opposé du zombie mouillé, il n'a pas besoin de substance. Il peut se dissocier sans prendre une substance. Mais voilà, et souvent, ce sont des gens qui socialement sont bien appréciés de notre société. Parce qu'ils travaillent, ils n'ont pas d'addiction. Ils sont performants. Ils sont célibataires, ils n'ont pas d'enfants, ils fonctionnent, ils sont appréciés dans notre société. On va même dire qu'ils sont performants. Et quand on va un peu derrière, on voit qu'ils ont une vie affective et émotionnelle très très approuvée. C'est ça, les zombies secs. Et puis on en arrive alors au vampire qui est responsable d'un grand nombre de chaos dans la société, je dirais. Si tu peux développer un petit peu cet archétype-là du vampire. Le vampire, c'est un peu la figure centrale de mon livre. C'est l'ère du vampire, l'ère des vampires. Parce que le vampire, c'est la structure narcissique. C'est le narcissisme, c'est la personne narcissique. Hein. Donc c'est avec une surélévation de l'ego, hein, une suridentification avec l'ego, ce qu'on appelle donc se trouver important, se trouver beau. Hein. Et de ne pas vouloir voir que derrière cette surélévation de l'ego, il se cache toujours aussi une partie blessée qu'on trouve moche. Hein, et qu'on veut, en quelque sorte, la beauté qu'on met en avant dans le narcissisme, hein, elle a comme fonction de cacher, hein, une partie obscure, moche qu'on porte. Hein. Et c'est ça, le fonctionnement du narcissisme, ce qui est aussi pour moi une dissociation, qu'on met en avant cette partie apparemment normale et beau, pour ne pas devoir se confronter et admettre qu'il y a aussi une partie en nous qui est blessée et qui est moche, qui est désespérée. Voilà, quand tu dis moche, c'est une partie qui peut être désespérée, qui vient du trauma en fait. C'est ça. En fait, hein. Donc le narcissisme, le vampirisme est une adaptation à un trauma aussi où la personne a besoin de se croire à elle-même et aux autres que tout va bien, elle est puissante et malheureusement, elle a aussi tendance, pour survivre, d'exploiter les autres. Donc elle ne peut pas être dans une relation et égalité avec les autres. Il y a toujours la question comment je peux l'utiliser, l'autre personne, pour me plus valoriser et pour nourrir la beauté de mon ego. Et c'est ça un mécanisme qu'on trouve très profondément ancré dans la société. Le capitalisme est basé là-dessus. Complètement. Et pour moi, c'est la maladie principale de notre ère. Oui, c'est ça, toute la société maintenant, parce que le problème est complexe, parce que c'est pas juste individuel, comme tu l'expliques bien, c'est complètement collectif. C'est-à-dire que même, maintenant on peut commencer peut-être à parler des solutions pour aider les vampires, les loups-garous et les zombies qui sont des victimes. Mais le problème est très complexe, parce que c'est toutes les structures de la société qui doivent être changées aussi, tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience. Alors, quelles sont les pistes que tu avances dans le livre? Tu en avances beaucoup, hein, plusieurs pistes thérapeutiques, mais pas que. Si tu peux nous en dire quelques mots, Ansgar, pour terminer là-dessus. Pour moi, la première piste, c'est de nommer le problème. Nommer le problème. Ce que j'essaie avec le titre et avec l'image qui est pour beaucoup un peu choquant, peut-être. Hein. Oui, c'est vrai qu'il ressemble d'ailleurs à certains politiciens, mais je dirais rien d'autre. Donc, pour moi, la première chose, c'est de nommer le problème, de vraiment dire, et j'irais même jusqu'à dire,
on croit qu'on vit dans l'anthropocène. C'est ce qu'on appelle notre ère, on appelle en ce moment anthropocène. Mais moi j'ai envie de dire non, on ne vit pas dans l'anthropocène, on vit dans le vampirocène. C'est ça la vraie nature de notre société. Et l'anthropocène, c'est encore à venir. C'est mon espoir, c'est pourquoi j'ai écrit le livre, qu'on se lance dans un processus de prise de conscience et de transformation et de réajustement pour qu'on arrive, je l'espère, dans quelques décennies ou quelques centaines d'années, dans une civilisation qu'on appelle anthropocène. Et l'anthropocène, pour moi, être en lien avec notre ressenti, notre potentiel humain, notre émotionnalité, et vivre dans une société qui ne va pas augmenter le trauma, mais plutôt le réduire. D'accord. Et c'est ça c'est ma vision que j'ai, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Et la première chose pour répondre, c'est de nommer le problème à sa racine. Donc, est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois déjà au niveau des hommes politiques, des décideurs, qu'il y a cette prise de conscience ou pas du tout? Quel est ton regard? Mon constat, malheureusement, est qu'il y a un grand déni, un énorme déni par rapport à cette problématique-là. Un déni, Un déni énorme, qui est d'autant plus absurde parce que la crise humanitaire et collective et écologique nous montre qu'il y a un problème, ça ne peut pas fonctionner comme on prétend. Et donc, mais je reconnais que globalement, on est dans une dynamique encore de déni par rapport à cette problématique-là. Mais est-ce que tu vois quand même des naissances Il y a ton livre, il y a des gens comme Gabor Maté ou d'autres qui en parlent aussi un petit peu, mais est-ce que tu vois quand même des pistes de gens qui commencent à aller vers une prise de conscience au niveau collectif ou au niveau de certaines décisions, enfin, certains regards politiques peut-être Oui, tout à fait. Il y a quand même beaucoup de gens qui, comme toi et comme moi, dans mon entourage, se posent des questions et sont d'accord de mettre un peu la question du trauma sur le devant de la scène et de se dire c'est ça qui est important, c'est ça qu'on devrait regarder et qu'il est important de faire un travail sur soi, de reconnaître ses propres implications, que nous tous on fait partie de ce fonctionnement. On perpétue sans le vouloir parfois ces schémas en fait. Donc c'est important que chacun reconnaisse qu'on profite aussi d'un système qui est maltraitant. On doit questionner aussi les avantages qu'on détient et seulement si on se questionne soi-même aussi, on arrive aussi à vraiment changer le système. C'est pas de dire les autres doivent faire et moi j'ai déjà tout compris, c'est pas le cas, mais chacun est amené à se poser des questions et faire en sorte que les choses se passent un peu différemment. La crise Covid, par exemple, est un bon exemple pour se remettre en question, peut-être. Oui, j'avais l'espoir, et c'était aussi pourquoi j'avais écrit le livre pendant la période Covid, que maintenant, pour moi, la crise Covid est un peu le coup de semence, d'avertissement. Maintenant, c'est ça qu'il faut voir, réveillez-vous. C'était mon espoir, et par la suite, malheureusement, on a dû constater que les gens retournent comme avant, sans se questionner, sans pas grand changement. Donc c'était une certaine frustration que je vois que on n'a pas vraiment compris le message du Covid, à mon avis. Et maintenant, la question reste d'actualité, d'amener une prise de conscience et de motiver les gens de se poser chacun là où il est. On n'a pas besoin d'être riche et puissant, mais chacun peut vraiment là où il est. Qu'est-ce que je peux faire de manière différente? Pour moi, c'est ça, à mon avis, là, quand on a une intuition qui nous dit je pourrais faire changer ma vie de manière un peu différente que d'habitude, de me comporter de manière atypique. C'est là où les choses deviennent intéressantes. Et peut-être plus alors aussi regarder en soi, finalement. Parce qu'une des pistes que j'explore beaucoup, c'est dans mon travail, c'est avec l'hypnose ou la déshypnose, c'est d'aller voir, et tu en parles beaucoup dans ton livre d'ailleurs, c'est cette partie qu'on appelle au-delà de l'ego, c'est le soi, le vrai soi, notre essence profonde en fait. Plus on va explorer ça, plus on va se libérer de ces mémoires traumatiques. C'est ça notamment la prise de conscience que ce qu'on pense que notre moi, c'est souvent notre ego, et il est rempli d'histoires et de narratifs qui souvent, ça ne sert pas à nous-mêmes, ça sert à autre chose. Donc il faut toujours la poser la question, ça sert à quoi ce que je suis en train de penser et faire et d'encourager les gens d'aller en contact avec leur essence profonde, de ce qu'on peut comprendre en phénoménologie, c'est pourquoi je m'intéresse beaucoup à cela. Donc vraiment savoir qui est à la base, qui est là, qui est en train de vivre cette vie. Quand je
je prends toutes ces pensées, toutes ces narratives, toutes ces opinions, les jugements, je le mets de côté. Qu'est-ce qui reste, hein? Et c'est ça le soi profond ou le higher self ou le guérisseur interne qui peut-être va nous dire, écoute, là tu pourrais peut-être mettre plus de focus sur ça dans ta vie et moins sur ça. Hein? Et donc c'est ça que je souhaite amener une prise de conscience et d'essayer d'écouter, d'essayer d'aller à la découverte du soi profond, de l'essence de soi, en appliquant des principes de la phénoménologie. Ah, magnifique. Juste peut-être, tu peux décrire la phénoménologie qui est très intéressante en quelques mots. Donc la phénoménologie, c'est un courant philosophique qui a été en quelque sorte, qui a débuté dans les Lumières. Hein, c'est vraiment de se questionner de quelle manière est faite mon expérience de conscience et sur quoi je me réfère par rapport à le savoir qu'est-ce qui est vrai ou faux pour moi, ou ce qu'on appelle qu'est-ce que je comprends du monde, ce qu'on appelle la quête épistémologique. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce que c'est une illusion, qu'est-ce que c'est une manipulation. Et la phénoménologie elle la met qu'à la base c'est l'intuition qui va nous dire ce qu'il faut ou vrai. Donc il faut en quelque sorte encourager les gens à aller en contact avec leur intuition et de mettre de côté tous les jugements de valeur, les dogmes avec lesquels on nourrit son ego et on fonctionne comme ça, et de questionner ça et d'aller faire un peu de nettoyage pour aller à la reconnaissance de son essence profonde. Oui, justement, parce que les phénomènes peuvent vraiment nous hypnotiser. Et quand on les met de côté, on voit qu'il reste un essentiel qui n'est pas vraiment un phénomène, c'est le soi, l'essence profonde qui n'est pas descriptible comme un phénomène en fait. Et ça amène à aussi une certaine notion de spiritualité, Tout à fait, parce que c'est un peu une généralité de dire au fond de soi, si on enlève dans une approche méditative, c'est des exercices de méditation, de la mindfulness, de la pleine conscience, qu'on enlève toutes ces couches un peu de jugement et d'interprétation hâtive et de cette illusion d'être dans le passé ou dans l'avenir. Si on met ça de côté, qu'est-ce qui reste, et qui est cette chose-là, cette essence-là, et c'est le but d'aller en contact avec cela, et peut-être, lorsqu'on arrive à le faire, d'être en contact avec quelque chose qu'on peut appeler spirituel. Ouais, et qui est toujours calme et en paix, on pourrait, quand on contacte, c'est stable en fait. Ça, c'est chacun qui doit le dire, chacun qui doit l'explorer. En tout cas, ça, c'est vraiment l'encouragement que j'essaie de aussi communiquer à mes patients. Quand on fait un travail sur le trauma, on peut le faire par deux axes. On peut d'un côté essayer d'aller voir en direct le trauma, d'essayer de faire une exposition, de vouloir comprendre, mais on peut aussi peut-être se connecter à cette essence profonde qu'on a et peut-être par une certaine confiance, une connexion spirituelle, on peut aussi arriver à conclure que toutes les choses qui m'arrivent, c'est pas si important que ça. Oui, cette essence profonde, on peut dire qu'elle n'est pas traumatisée fondamentalement. C'est ça. C'est l'ego qui est traumatisé. C'est ça. Arriver à voir ça, c'est déjà extraordinaire. L'ego est le fruit de la traumatisation, c'est l'adaptation à la traumatisation, c'est le mode de survie que l'organisme a créé pour mieux vivre, mais derrière tout ça, il y a l'essence profonde qui, en quelque sorte, est intouchable. Écoute, Ansgar, merci beaucoup pour cette interview. C'est vraiment, ce sont des pistes très intéressantes pour comprendre, et comprendre, c'est vraiment la clé en fait. Comprendre, parce que si on ne comprend pas où on est, on peut aller n'importe où. En comprenant où on est, on peut enfin se diriger sur le chemin de notre vie. Et merci beaucoup pour cette belle interview. Merci Eric pour ton intérêt, merci d'être venu, merci pour cet échange très inspirant. Merci à toi. Voilà, merci. Je mets tous les liens en bas de la vidéo, bien sûr. Au revoir. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.